Mesdames et messieurs, ce colloque de géopolitique est inspiré de faits presque réels. Nous vous avons concocté une expérience immersive explosive. Ce soir, nous toutes et tous, 37 élèves mordus de la géopolitique, allons vous faire vivre un événement historique. Avez-vous déjà assisté à une révolution depuis votre canapé ? Avez-vous déjà pris part à une rébellion internationale derrière votre écran ? Militantes, militants, nous vous proposons de combattre à nos côtés dès la fin de cette présentation pour une nouvelle géopolitique, plus inclusive, plus exhaustive, plus juste. Ce soir, nous allons vous emmener dans l'envers du décor de notre insurrection, de ses origines à son apogée. La Révolution française débuta car les Français manquaient de pain. La nôtre trouve son origine dans un simple cours de géopolitique en distanciel. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, s'il vous plaît, la classe de Monsieur Ragrid, professeur émérite d'analyse des conflits. Salut les gars, Coucou. Salut! Salut! Mais le ça prof, va? il est toujours en retard. Ouais, de ouf. Ouais, C'est ouf. on n'a pas tout notre temps, hein. Bonjour les enfants, vous me voyez bien? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes tous là? Parce que j'ai un peu du mal là, à Présent. voir. Oui. Je devrais avoir 8 élèves, ouais. Ouais, Il y a moi aussi. Mathilde, Zoé, Charlotte, tout le monde est présent. Très bien, bon. Là j'ai vos copies sous mes yeux. Comment vous dire? C'est la catastrophe. Alors sans vous mentir, en 37 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Je constate qu'aucun d'entre vous n'a compris ce qu'était la géopolitique. C'est quand même faramineux, c'est un scandale. La géopolitique, c'est fondamental, les enfants. Si vous n'avez pas les bases, vous ne pouvez tout simplement pas comprendre, analyser ou relativiser le monde dans lequel on vit, car vous n'aurez pas les outils. Bon, vous le savez, il est particulièrement difficile d'analyser notre époque. Vous êtes la jeunesse et vous avez le monde entre vos mains. Nous vivons dans un monde qui semble de plus en plus perturbé, et il y a cette impression de violence constante, avec des conflits omniprésents. Et la violence, elle est diffuse, oui, elle est ponctuelle, et elle est ultra médiatisée. Mais il faut vous le dire, les enfants, la violence et la guerre, eh bien, elles sont utiles et elles sont normales. Et donc, il faut l'accepter, cela, et apprendre à analyser cette violence. Donc, j'ose le dire, la guerre, eh bien, c'est l'essence même de l'humanité. Alors, je ne vais pas vous laisser désarmer comme cela, et on va devoir reprendre toutes les bases depuis le début. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint et on va reprendre ensemble les grandes définitions du cours et la théorie majeure qui est l'essence même de la géopo, telle qu'elle a toujours été. Alors, Charlotte Costa-Moulin, Oui. pouvez-vous me donner votre définition du mot géopolitique, s'il vous plaît? Ok. Donc, pour moi, la géopolitique, c'est déjà une science humaine qui permet de comprendre le monde. C'est une matière qui analyse pourquoi un État ou un groupe va combattre un autre, selon des critères politiques, j'imagine. Bon, ouais, votre réponse elle est à la limite d'être correcte. La géopo, c'est simple, c'est l'étude des rivalités de puissance sur un territoire ou à propos d'un territoire. C'est pas compliqué à comprendre, non? Il y a trois mots clés fondamentaux dans cette définition. Il y a rivalité, puissance et territoire. Ok? Alors, en géopolitique, le territoire désigne l'espace sur lequel un État-nation exerce sa puissance. Un territoire est délimité par des frontières qui doivent être reconnues par la population de cet État et également par les États voisins. Ensuite, rivalité. Alors là, rivalité, c'est le mot emblématique de la géopolitique. Donc, selon vous, justement, quelle notion se rattache à ce mot? Je suis pas sûr, mais je dirais compétition, hein. Ouais, pas trop. Moi j'aurais dit les conflits. Ouais,
Bien. Les guerres? Ah, exactement, Élise, tout à fait. La géopolitique analyse les guerres. Il en existe différents types de guerres, mais on retrouve généralement les mêmes caractéristiques à toutes les guerres. Alors, premièrement, une guerre se fait généralement entre un, voire plusieurs États, et c'est donc un conflit armé avec des armes blanches ou des armes à feu. Et la guerre implique donc des ressources humaines avec des hommes combattants au front, donc des soldats. Une guerre se finance par un État ou par des entreprises, par exemple. Et surtout, dans une guerre, il y a nécessairement un dominant et un dominé. Alors le dominant, c'est celui qui a la meilleure puissance militaire, celui qui a une plus grosse force de frappe. Voilà. Mais monsieur, enfin non, pour moi une guerre, Mhm. ce n'est plus du tout ça. Lorsqu'on prend une vision d'ensemble sur les guerres actuelles, il y a très peu de conflits qui remplissent vos critères. Enfin, que faites-vous des critères ethniques, économiques, religieux ou même politiques qui conduisent des acteurs à se faire la guerre au sein même d'un État? Enfin, j'ai l'exemple en tête du conflit des FARC en Colombie, par exemple. Ce conflit, c'est un conflit emblématique de notre ère qui a fait environ 300 000 morts depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Bah, ce conflit, d'une part, ce n'est pas du tout une guerre entre des États, mais c'est un conflit interne à la Colombie qui oppose l'État colombien à un groupe indépendant, les FARC. De deux, dans votre définition de guerre, vous indiquez que ce sont des vaillants hommes soldats qui combattent le front, alors que non, pas seulement. Par exemple, chez les FARC, il y a de très nombreuses femmes qui combattent. Et de trois, les FARC, c'est un groupe qui est financé par le trafic de drogue illégal et non pas par des États ou par des entreprises, comme vous le dites. Enfin, là, je me suis basée que sur l'exemple des FARC en Colombie, mais à mes yeux, la majorité des conflits actuels ne correspondent pas à vos critères. Enfin, bon, tout ça pour dire que finalement, je trouve que votre définition, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop bancale ou tout simplement trop ancienne en fait? Ah bah alors là, ah bah Zoé, je comprends mieux pourquoi vous avez tout faux à votre contrôle, hein. Si vous êtes juste là pour me contredire, on n'est pas prêt de finir un programme, hein. Désolée vraiment de vous couper, mais je suis tout à fait d'accord avec Zoé. Votre définition géopolitique des conflits oublie des acteurs fondamentaux dans la guerre qui est celui des femmes. Une guerre, ça ne se limite pas seulement à des hommes soldats sur le front. Qu'est-ce que ça signifie que les femmes sont nécessairement les victimes et les hommes les bourreaux? Tout ça, c'est simplement faux. Les femmes n'ont absolument pas un rôle passif dans la guerre. Vous êtes en train de nous prouver que la géopolitique classique est sexiste. Enfin bref, et autre chose aussi, une guerre, ça ne se fait pas seulement avec des armes à feu ou des armes blanches. Le viol, par exemple, est considéré par l'ONU comme une arme de guerre. Pourquoi vous ne l'incluez pas dans votre définition? Bon, le viol, Mathilde, comme arme de guerre, oui et non, hein. On a entendu parler un petit peu par-ci par-là, mais c'est qu'un petit détail de l'histoire, hein. C'est pas non plus. Bah, non, je suis choquée par vos propos, on est quand même au XXIe siècle. Personnellement, je n'ai pas envie d'analyser les conflits de façon dépassée et archaïque. Et si je puis me permettre de rajouter quelque chose d'autre, on pourrait également parler de l'environnement qui est totalement détruit à cause des conflits armés. Par exemple, quand une bombe nucléaire éclate, on pense, et c'est bien normal, toujours aux populations qui sont décimées. Pourtant, on ne parle jamais de l'impact que ça a sur l'environnement. Il serait peut-être important d'aborder de nouvelles notions, vous ne trouvez pas? Bon, je vois que les conflits, c'est assez sensible chez vous, les Troisiens, l'environnement, tout ça. Bon, au moins, ça vous a réveillé, et maintenant, on va pouvoir passer à une autre notion phare de la géopolitique classique, celle de la puissance. Mais monsieur, vous répondez pas à Mathilde là Euh, ou bon, Élise, non, comment? j'ai un programme à remplir. Déjà que je perds suffisamment de temps à tout vous réexpliquer, donc là, ça suffit. On avance. Alors,
Définition de puissance. La puissance, c'est la capacité d'imposer son point de vue aux autres. C'est la capacité donc de faire quelque chose, de faire, d'empêcher de faire et ou de refuser de faire quelque chose. Bon, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, la plus grande puissance au monde, c'est les États-Unis. D'ailleurs, pour comprendre la notion de puissance, il faut absolument évoquer la théorie de Ratzel que j'affectionne particulièrement, qui est un théoricien majeur donc, de la géopo. Selon Friedrich Ratzel, l'État est un être vivant organique et il a vocation à s'étendre et à assimiler ou à raser sur son passage les cellules moins vigoureuses en justement les soumettant à sa puissance. Ainsi, et c'est ce qui est extrêmement intéressant dans la pensée de Ratzel, les cellules plus fortes, donc les États dits puissants, doivent dominer les plus faibles. Et on peut parfaitement illustrer cette théorie avec l'Allemagne nazie, par exemple, qui, pendant le Troisième Reich, avait l'idéologie d'annexer tous les pays voisins où se trouvaient les germanophones afin d'étendre son territoire. Et les cellules considérées comme étant cancéreuses de cet état organique étaient malheureusement les Juifs, dont il fallait se débarrasser pour que l'État puisse prospérer. De même, la colonisation de la France en Afrique s'explique aussi par la présence d'un État fort et puissant qui domine des pays plus faibles afin de les administrer et d'instaurer la démocratie. C'est d'ailleurs grâce à cette idée que la France, notre si beau pays, est ce qu'il est aujourd'hui. Mais monsieur, vous pensez pas que ces théories, elles sont plus d'actualité? Enfin, c'est Non. tout de même une théorie raciste qui justifie, voire qui légitimise la colonisation. En plus, il y a découplement dans deux parties, les dominants et les dominés. C'est beaucoup trop simpliste. Enfin, j'imagine que vous avez appris ça durant vos études il y a belle lurette, mais aujourd'hui, cette théorie, elle ne peut plus être appliquée dans le monde actuel. Il faudrait peut-être, je sais pas, vous mettre à jour. Pardon, Zoé, non mais... Oh, depuis tout à l'heure, je vous laisse me couper la parole. C'est pas avec son comportement-là que vous allez être diplômé, hein, Zoé. Bon, je le répète, oui, dans ce monde, il y a des dominants et des dominés. Et là, par exemple, dans le cadre de ce cours, je suis le dominant et vous êtes les dominés. Point. Non, mais, enfin, monsieur, pardon, mais vous considérez que vous êtes le dominant? Enfin, on est en études supérieures, Oui. l'autorité prof, élève, c'est fini. Moi, j'ai l'impression d'apprendre des définitions en théorie antique comparées à la situation actuelle dans le monde. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, visiblement, on n'est pas d'accord. On va s'arrêter là. Moi, je sature, j'en peux plus. Je vois que les notes de votre contrôle sont à la hauteur de vos arguments. Alors, on se revoit la séance prochaine. Je sais que vous êtes jeune et que vous avez les hormones en feu avec cette histoire de Covid. Mais là, c'est compliqué pour tout le monde, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez plus calme et plus sage. Je ferai part de votre comportement à l'administration. Et voilà. Merci, au revoir. J'en peux plus. Mais attends, il est parti là? Ouais, il est parti. Non, mais c'est abusé ce qui vient de se passer là, on est d'accord. Ouais, non, on est carrément d'accord. Abusé. Moi, je trouve ça scandaleux. Vraiment. Cette théorie de Ratzel, je sais pas quoi là, enfin, c'est vraiment mais n'importe quoi. Il y croit en plus, hein, c'est ça le pire. C'est grave. En plus, il doit se dire qu'il a jamais vu ça, mais nous, enfin, moi en tout cas, j'ai jamais vu d'enseignement pareil. Vraiment, ce qu'il nous enseigne, c'est totalement dépassé. Et carrément, on doit chercher par nous-mêmes ce qui se passe dans le monde et pourquoi et comment. Enfin, c'est pas normal. Et d'ailleurs, comment tu connaissais l'histoire des FARC? J'ai pas tout suivi. C'est les femmes qui combattent dans les armées, c'est ça? Bah, pas que, mais oui, enfin, elles prennent les armes, elles se battent, quoi. Enfin, pourtant, la politique, elle parle jamais de la femme autrement que comme une victime subissant la violence masculine. Mais Ouais. pareil, j'avais une question pour toi, Mathilde. Quand tu parlais du viol, t'entendais quoi par nouvelle arme? Parce que, enfin, on le sait tous, depuis toujours, en temps de guerre, certains vainqueurs violent les femmes des perdants. Et du coup, en quoi c'est nouveau? Bah, en gros, oui, mais maintenant, le viol, il ne se fait pas nécessairement à la fin de la guerre, il peut être fait avant, pendant, après. Et en fait, les enfants qui naissent issus de ces viols sont considérés comme impurs. Et quant aux femmes, elles vont être détruites par ces événements. Et si tu détruis toutes les femmes
de la plus jeune à la plus âgée, tu détruis toute une société en traumatisant des générations entières. Ok, c'est super intéressant. C'est fou qu'on nous apprenne les guerres depuis la 6e et qu'on n'ait jamais parlé de ça, quoi. Et de ouf, c'est vrai que le viol ou le sexe en géopolitique, on n'en parle jamais, alors que d'après ce que vous dites, ça a l'air d'être un problème fondamental. Mais en fait, on a juste plus besoin de profs, les gars. Non, mais vraiment, enfin, ça fait 2 cours que ce prof, il nous parle que des conflits déplacés d'État contre État, comme si consciemment, il voulait pas nous parler d'autres types de conflits. Non, ça doit lui rappeler sa jeunesse pendant la guerre froide, ça. Mais c'est fou comme de se partager toutes nos connaissances entre nous, bah, ça nous permet de comprendre et c'est un réel échange et non pas un simple cours magistral, quoi. Et oui, carrément, je pense que c'est hyper important de mettre en question ces théories et de les renouveler pour les adapter au contexte actuel. Mais grave, enfin, rien que Monsieur Ragrid, enfin, vous vous rendez compte, il est censé être expert en sa matière, en la géopolitique, et il réalise même pas l'ampleur du problème. Il nous enseigne des choses qui sont plus acceptables, les nazis et tout, sans parler des conséquences, enfin, qui doivent être nombreuses de fait d'oublier, de penser une géopolitique ancienne et d'oublier plein d'acteurs qui sont maintenant actuels, quoi. Non, mais carrément, en plus, je suis sûr que c'est pas le seul. La géopolitique, elle doit être enseignée de cette manière-là dans plein d'endroits. Bah, la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec ce prof, bah, c'est qu'il est très important de comprendre le contexte et les tensions géopolitiques dans le monde bah, pour mieux comprendre les enjeux, mieux les connaître et ne pas se faire manipuler. Enfin, c'est pourquoi il faut faire quelque chose. Tu l'as dit, Mathilde, c'est important de comprendre ce qui se passe dans le monde où nous vivons tout en étant objectif. Enfin, dire la vérité, actualiser, se renseigner sur les avancées et les nouveautés afin de pouvoir redéfinir ces théories. Il le faut. T'as grave raison. Et comme l'a dit Pierre, on n'est peut-être pas les seuls à penser ça. On n'est peut-être pas les seuls à se poser des questions sur ce sujet. On peut pas garder toutes nos réflexions pour nous, ça servira à rien. C'est trop gros, c'est trop important. Il faut vraiment faire quelque chose. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense vraiment qu'on a un rôle à jouer. Elle a raison, Zoé. On est la jeunesse et on doit faire quelque chose. Il l'a dit lui-même, on a le monde entre nos mains, mais c'est vrai en vrai. Enfin, déjà, on peut en parler autour de nous, voir si les gens sont réceptifs, en poster sur les réseaux sociaux, voir si les gens suivent, s'ils ressentent aussi le besoin de redéfinir cette géopolitique. Mais c'est une grave bonne idée ce que tu dis là, hein. Ouais, je suis trop chaud. Ouais, je pense qu'il faut qu'on revoie notre vision du monde et qu'on trouve des façons pour adapter la géopolitique d'aujourd'hui. Enfin, comme Élise l'a dit, on peut peut-être le mettre sur les réseaux. Ça peut nous permettre de faire quelque chose. Bah, surtout que ça fait quand même 15 ans, depuis le collège, qu'on nous enseigne l'histoire du monde, des conflits, des puissances par des hommes blancs intellectuels de plus de 50 ans, quoi. Du coup, est-ce qu'on ne devrait pas inverser les rôles et devenir nous-mêmes acteurs de notre savoir? Et Mais comme ça, on grave, pourrait essayer de changer les choses. mais grave, grave. Ouais, en soi, c'est vraiment dommage, mais c'est vrai, hein. Bon, les gars, on attend quoi? On y va ou quoi? Allez! C'est parti. Allez! Nos pensées, nos revendications sur les réseaux et c'est la première chose qu'on a dit. Après, on verra si les gens suivent ou pas. Allez, ça part, on fait ça. Allez! Go. Go, on est parti! Parti, super, go. D'une pierre deux coups, nous postons nos revendications sur les réseaux sociaux. Et soyons honnêtes, nous ne nous attendions pas à un tel succès. Les quelques messages postés prennent une ampleur démesurée. De simples posts Facebook, partagés par des centaines de personnes à travers nos villes, à travers notre pays, notre voix est finalement devenue planétaire. Et voilà que des Anglais, des Australiens, des Coréens, des Sénégalais, des Russes, des citoyens du monde crient en écho « Révolutionnons notre géopolitique ». En quelques semaines, nous avons créé un mouvement virtuel. Ce mouvement, c'est notre géopo.
behandeln. Unsere Vision von Geopolitik ist nicht mehr relevant. Nossa visão da geopolítica não é mais relevante. هذا صحيح لكن الأدوات ديداها باید تا ستخای جغرافیای ما Parlons à présent de cette vague de jeunes sur les réseaux sociaux. Ils ont comme objectif de révolutionner la géopolitique. En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, Facebook, Instagram, mais aussi Twitter sont inondés par des posts de jeunes du monde entier. Ils revendiquent leur droit à mieux comprendre le monde, et ce par d'autres biais que les théories de géopolitique classiques. Et tout de suite, une enquête réalisée par Yacine So et Pierre Dano. Le nouveau mouvement est mené par des étudiants en désaccord avec la définition de la géopolitique qu'ils apprennent dans l'enseignement supérieur. Mais quelle est la vision de la géopolitique des Français? Nous nous trouvons aujourd'hui dans le 1er et le 9e arrondissement de Lyon. Un conflit armé par définition, c'est un conflit qui ne joue pas à la non-violence, où les deux camps sont armés. Ça oppose au moins et ça fait pas mal de victimes de la population normale qui sont pas des civils. Voilà, ok, d'accord. La notion de guerre, moi je dirais contrainte quoi. Et puis pression quoi. Et impuissance aussi. Hein. C'est économique déjà. Après l'Europe c'est souvent le plus accessible. Du sud vers le nord, en même temps c'est normal, je veux dire les gens ils sont des capitaux. Parfois ça motive le combattant. Comme quand on dit qu'il y en a beaucoup qu'elles sont vierges et qu'on va pouvoir être avec si on se fait sauter. Peut-être même penser qu'il y a des femmes qui prennent part au conflit. Je pense que les femmes ont eu aussi, comme les enfants. Leur rôle, on les soupçonne pas. Voilà. Même dans celles où nos sociétés encore très sexistes, c'était elles qui étaient à l'usine pour fabriquer les pièces des équipements, les munitions, tout ça. En France, elles étaient là pour maintenir le foyer. Enfin, on voit peu de femmes dans les conflits armés, j'ai l'impression, en tant que guerrières pour le coup. Rôle de victime, clairement un rôle de victime. Okay. Je vois leur rôle comme ça, pas automatiquement devant de la scène, mais quand même un rôle assez important. Okay. Donc plus... il est encore d'actualité. Il n'y a qu'à voir, les chiffres. Il y a des pays riches, il y a des pays pauvres, il y a des pays en développement. Et ça, je pense que cette inégalité, est-ce qu'on peut partir par l'inégalité? Je suis même pas sûre. C'est un peu l'ordre normal des choses. C'est comme dans la vie. Il y a des choses plus puissantes et d'autres moins puissantes. Alors essayer de les réduire, oui, je suis d'accord. Pour autant, les effacer, pour moi, c'est impossible. Alors il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Mais je pense que le plus important et celui qui est majoritaire, c'est le point de vue économique. C'est toute la définition du capitalisme. On est ouvert les vannes et c'est comme ça. Okay. Oui, malheureusement, mais qu'elle essaie de changer petit à petit parce que certains pays, comme ce qui se passe avec l'Iran, ils essaient de se défendre. L'égalité aujourd'hui. Ça dépend pour qui. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas que des institutions, tu vois. Il y a aussi des êtres humains qui réfléchissent, qui évoluent et tout. Et je pense qu'on va réussir à sortir de ces logiques de domination. Je sais pas. Je pense que l'être humain est assez intelligent pour se rendre compte qu'il a fait de la merde, qu'il prend le temps de se poser, qu'il peut vraiment faire autrement. Et ça, c'est en attendant l'effondrement. Un reportage micro-trottoir édifiant. Merci à nos reporters. Nous le voyons, la géopolitique est quelque peu floue pour la plupart des Français. Elle semble encore demeurer un mystère. Cependant, nous constatons bien que les guerres font partie du paysage mondial. Redéfinir la géopolitique afin d'être plus accessible, plus inclusive, plus juste, telle est l'ambition du mouvement Notre Géopo. Parviendra-t-il à changer les choses? Nous vous tiendrons bien sûr au courant. Face à l'ampleur du mouvement, il nous fallait concrétiser notre action. L'enjeu est planétaire. Des voix s'élèvent à travers les 5 continents et s'expriment sur leur volonté de révolutionner la géopolitique. Notre ambition est simple: s'unir, faire front aux présupposés et aux tabous, gangrénant notre analyse du monde et de ses conflits. Main dans la main, interpellons les dirigeants et penseurs pour une nouvelle définition de la géopolitique.
Le mouvement Notre Géopo a pour objectif de déconstruire les tabous, révéler les acteurs occultés des guerres, mettre la lumière sur les victimes oubliées et dévoiler les nouvelles guerres que subissent notre société d'un œil contemporain. Qui nous enseigne cette géopolitique classique simplificatrice? L'État? Les médias? Le système éducatif? Ou encore les experts et les analystes occidentaux? Et si nous sortions de ce modèle? Et si la géopolitique était redéfinie? Dans quelle mesure peut-on remettre en cause les présupposés et les déterminations des conflits? Frontières, genre, dominés, dominants. Comment sortir de ce paradigme et l'adapter aux évolutions des conflits, des contextes, des acteurs, des formes? Notre vision des guerres et de l'état de notre monde est biaisée. Ces définitions et ces théories ne sont plus actuelles, alors que les conflits ont considérablement évolué. Il est temps de redéfinir la géopolitique et de la moderniser avec de nouvelles grilles d'analyse. Qu'en est-il de la place des femmes? Leur participation active dans les conflits et dans leur résolution? De l'instrumentalisation de leur corps comme arme ultime. Qu'en est-il des violences qui perdurent après la résolution d'un conflit? Qu'en est-il des réelles raisons et des moyens d'émigration? Des pressions perpétuées sur des peuples qui mènent à leur départ? Qu'en est-il de l'impact climatique sur les mouvements migratoires? Où vont réellement ces populations migrantes? Et surtout, qu'en est-il des violations des droits de l'homme dans ce contexte migratoire? Qu'en est-il de la souveraineté et de l'autodétermination des peuples? Notre monde est-il réellement divisé entre dominants et dominés? Qu'en est-il de la notion de puissance d'un État, d'un territoire? Ce florilège de questions s'applique à tous les pays, tous les régimes, toutes les guerres, tous les peuples, toutes les religions. Et cela s'applique partout dans le monde, où que nous soyons. Avec les agressions sexuelles permanentes en République démocratique du Congo. Avec les viols et ses répercussions sur les communautés dues aux grossesses forcées, à l'exclusion sociale en République démocratique du Congo. Avec les femmes combattantes, chez les forces armées, chez les FARC en Colombie, chez l'armée populaire de libération du Soudan. Avec le prélèvement d'organes en Égypte. Avec la vente d'esclaves en Libye. Avec le financement de la guerre par l'esclavagisme et le trafic de femmes par des groupuscules tels que Boko Haram. Avec les sécheresses qui poussent les populations en exil, comme les Touaregs qui partent pour l'Algérie, la Libye. Toutes et tous, nous pouvons faire face à des enjeux universels pour lesquels on peut se sentir impuissant. Mais tous ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Aujourd'hui, le mouvement Notre Géopo se mobilise. Dirigeants, dirigeantes, géopoliticiens, géopoliticiennes, médias, sociologues, instances internationales, nous vous invitons à vous réunir et à travailler main dans la main sur les problématiques évoquées dans cette vidéo et d'autres encore. Nos recherches et nos constats doivent vous interpeller. Nous comptons sur vous pour repenser les prétextes de guerre. Nous comptons sur vous pour réécrire les origines des conflits. Nous comptons sur vous pour sensibiliser le grand public à la réalité des violences. Le seul moyen de redéfinir la géopolitique et notre vision du monde est d'informer le plus grand nombre à l'ensemble des aspects et des acteurs des conflits. C'est dans les déterminants que nous pourrons avoir une vision réelle, moderne, actualisée des guerres et mieux appréhender leur résolution. Il nous faut former un corps dense, soudé, uni pour s'adresser aux dirigeants, aux penseurs et aux médias. Avec nous, Notre Géopo. Interpellez vos élus. Questionnez vos professeurs. Contactez vos médias locaux. Sollicitez vos associations de quartier. Parlez-en autour de vous. Partagez cette vidéo. Suivez nos actions. Rejoignez notre mouvement. Réinventons notre géopo. Let's reinvent our geopolitics. Unite a notre Géopo. Reinventamos la nostra Géopo. Давайте переосмыслим нашу geopolitiku. Reinventamos nossa geopo. بیایید درباره سیاست جغرافیای من بازنگری کنیم. من المكان كمباليكاني جيوبو. أسكن بي من دفعت سن جيوبوليتيك. معطي تعريفها للجغرافية السياسية. Znowu objawmy geopolitykę. 私たちの地政学を改革しよう。Et si la géopolitique était redéfinie? Dans quelle mesure peut-on remettre en cause les présupposés et les déterminations des conflits? Frontières, genre, dominé, dominant, comment changer notre paradigme? Ces questions, chers spectateurs, chères spectatrices,
Vous les entendez depuis des mois. C'était il y a un an jour pour jour. Une simple classe d'élèves se réunissait à l'université, dans le cadre d'un cours de géopolitique, qui a depuis viré à une épopée que nous connaissons bien aujourd'hui, le mouvement Notre Géopo. Un mouvement mondial de jeunes qui s'est créé, mobilisé et déployé autour d'une prise de conscience. Cette prise de conscience, paraissant aux abords comme étant une crise d'adolescence, a finalement touché et mobilisé les 5 continents. Après avoir fait trembler la toile et mobilisé des centaines de milliers de jeunes lassés de cette vision dépassée de notre monde et de ses tensions, ils ont appelé les dirigeantes et dirigeants de ce monde, ainsi que les experts en géopolitique, pour qu'ils se réunissent, discutent et signent un pacte. Ce fameux pacte, chers téléspectateurs, il devrait être signé ce soir, suite aux discussions auxquelles nous allons assister dans quelques minutes. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Madame Le Mans, médiatrice de cette Convention internationale de géopolitique. Avec moi, je vous présente Marina Loiseau, membre de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Depuis 4 ans maintenant, son expérience sur le terrain va nous apporter un regard réaliste sur la situation. En direct de Bogota, Madame Flores Lucia, doctorante qui a réalisé une thèse sur la place des femmes dans les conflits armés. Il revient tout juste de Somalie. Monsieur Mérange a une carrière humanitaire exceptionnelle qu'il a soigneusement documentée dans un reportage nommé « Les dessous de la migration », sorti en octobre dernier. Pour finir, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Diaye Julie, à la tête de l'Union africaine depuis février. Elle saura nous apporter son point de vue de diplomate. Nous sommes ici dans l'objectif de rédiger un document repensant la géopolitique. Le monde évolue et notre but est la création d'un outil adapté à la lecture du monde actuel. Commençons sans attendre. Dans un premier temps, je vous propose de repenser une notion primordiale de la géopolitique, le conflit. Qu'est-ce qu'un conflit aujourd'hui? Doctorante Flores, je vous laisse la parole. Alors oui, en effet, vous l'avez dit, Madame Le Mans, la géopolitique a le devoir de s'adapter aux nouvelles définitions du conflit. Quand on pense conflit, instinctivement, on l'associe aux armes, aux fusils, aux bombes, aux grenades. Or, on voit aujourd'hui apparaître la nécessité de repenser justement cette notion d'arme. Et qu'entendez-vous par là? Bon, je vais sûrement vous surprendre, mais l'une des armes les plus destructrices est celle à laquelle on ne pense pas. C'est l'arme du corps, et notamment le corps des femmes. Il faut savoir que le corps des femmes a servi et sert encore aujourd'hui d'arme de guerre géogénétique dont les conséquences sont exponentielles pour les générations futures. En effet, le processus de viol afin de faire enfanter la femme de l'ennemi a pour but de porter atteinte à la filiation et de profaner les liens de sang qui sont finalement les fondements de nos sociétés. Je te rejoins sur ce point. Ces techniques étaient déjà utilisées lors de la colonisation en Afrique. Elles se voulaient épuratrices des races afin de disperser les identités ethniques et religieuses. Ces viols ont donné naissance à des enfants que les parents ne voulaient absolument pas reconnaître. Mais effectivement. Et puis, si je puis me permettre, pour parler d'un exemple peut-être plus récent, je vais aborder le conflit actuel en République démocratique du Congo. Les tensions du pays remontent au génocide rwandais en 1994 et opposent encore aujourd'hui les Tutsis, les Hutus, mais également les forces armées du gouvernement et d'autres milices. Ces tensions entraînent des violences dans le pays, des crimes contre l'humanité, et on recense jusqu'à 1125 viols par jour, mesdames et messieurs, dans cette zone. Incroyable. Et j'ai vu que dans votre thèse, vous parlez d'une guerre géogénétique. Pouvez-vous nous éclairer sur cette notion? Oui, bien sûr. Alors, en effet, outre la violence de l'acte en lui-même envers la femme, le viol s'inscrit dans une démarche de destruction de l'ennemi sur du long terme. Dans la plupart des cas, lorsqu'un enfant né d'une mère violée, et excusez-moi de ma franchise, qu'il a clairement vu son père découpé en morceaux, cet enfant n'a plus la notion de bien et de mal. Il est lui-même désigné par sa propre communauté comme le fruit du mal. Il devient alors
rebelles, vecteurs de violence et de tension qui rendent finalement impossible la paix ou la paisibilité dans son village, dans sa communauté. Ainsi, on peut dire que les grossesses forcées par le viol divisent les populations en détruisant les cohésions sociales sur du long terme. On remarque une forte présence des civils dans la stratégie de guerre. Et pour compléter cette notion, j'aimerais maintenant que nous visionnions un extrait du film de Monsieur Mérange, Le dessous des migrations. La Colombie, pourtant parmi les plus vieilles démocraties d'Amérique latine, a connu une histoire déchirée par la violence politique. Elle détient le triste record du plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Racontons son histoire. 266 000 personnes assassinées, 46 000 disparitions, 28 000 victimes d'enlèvement. Ces chiffres traduisent un conflit armé aux racines et ramifications complexes. Pour comprendre ce conflit, il faut savoir que le pouvoir politique forme un système bipartisan. Le Parti libéral contre le Parti conservateur qui divise violemment la population. Malgré la tentative d'un système d'alternance et de parité entre les deux partis au sein du Front National en 1957, les violences politiques se poursuivent pendant plusieurs années. En réponse aux attaques sanglantes de l'armée colombienne, des groupes armés se convertissent en une armée révolutionnaire qui deviendra en 1966 les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, le groupe de guérilla le plus influent du pays. Pouvez-vous nous en dire plus, Monsieur Mérange? Comment ce conflit montre qu'il faudrait redéfinir la notion d'armes et de stratégie dans un conflit? Depuis 1985, c'est simple, c'est 7 millions de Colombiens qui ont été déplacés de force. Donc ça constitue une stratégie de guerre qui est délibérée et le déplacement forcé est devenu l'une des principales armes de ces groupes armés. Donc l'objectif, c'est clairement le contrôle stratégique du territoire et à la fois de sa population. Aussi que nous abordions ensemble le sujet de la vision binaire des conflits que nous pouvons avoir aujourd'hui la plupart du temps. On pense souvent qu'un conflit, c'est deux États qui s'affrontent. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet, Madame Loiseau? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu trop en tête cette image classique que la guerre est un conflit entre deux pays qui ne s'entendent pas et qui s'attaquent mutuellement. Or, si l'on se détache de cette imagerie, notamment en étant sur le terrain durant des mois, on s'aperçoit que la réalité est tout autre et qu'elle s'avère bien plus complexe. Et vous travaillez à la DGSE, avez-vous un exemple en particulier qui vous semble pertinent? Si j'aurais un exemple parlant à vous témoigner, ce serait sans doute mon expérience d'une dizaine d'années dans la région du Nord-Mali, où mon équipe et moi avons assisté à la perpétuation d'un conflit multipartite extrêmement complexe, avec à la clé de multiples revendications de plusieurs groupes, tous souhaitant l'indépendance. Pourtant, les médias internationaux nous en parlent que très peu et le synthétisent énormément. On entend parler uniquement du mouvement national de la libération de l'Azawad, qui est un groupe armé composé de Touaregs et qui souhaite voir l'Est du Mali devenir indépendant. Or, on compte un nombre faramineux de groupes rebelles derrière cette revendication même de l'indépendance, plus ou moins violents, plus ou moins actifs, plus ou moins politisés. De tête, je peux vous citer le mouvement populaire de libération de l'Azawad ou encore le mouvement arabe de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, et j'en passe, qui sont des groupes en faveur de l'indépendance de l'Azawad. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore tellement d'autres acteurs qui entrent en jeu, comme les mouvements islamistes, où on peut citer AQMI. Tous ces acteurs et leurs mobiles forment cet échiquier géant dans la région. On a tendance à simplifier en apparence les conflits. Évidemment. Et cela s'explique par plusieurs points de vue. Mais je prendrais certainement celui des médias, qui, pour des soucis pratiques, ne souhaitent pas illustrer les conflits dans l'ensemble en intégrant tous les acteurs, car tous les types de publics ne pourraient pas comprendre. Cependant, pour vraiment comprendre le fond
d'un conflit et accompagner sa résolution, il est indispensable de prendre en compte tous les acteurs qui y participent. Je vois, donc il est important alors de prendre conscience que les médias ont tendance à simplifier les conflits pour pouvoir se renseigner par soi-même et comprendre alors le réel fond de celui-ci. Très précisé. Aujourd'hui, dans les médias, on trouve souvent cet aspect manichéen des conflits où les plus faibles sont présentés uniquement comme victimes alors que ce sont parfois ces mêmes minorités qui commettent les pires atrocités. Il est important de comprendre que dans chaque conflit, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal, mais une pluralité d'acteurs et d'actions qu'il faut savoir nuancer. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on parle aujourd'hui des conflits asymétriques, c'est-à-dire des conflits dans lesquels il y a une grande disproportion, une inégalité entre les parties quant aux moyens aussi bien technologiques ou les matériaux utilisés. J'étais au nord-est du Nigeria en juin 2019 lorsque 2 femmes et un homme se sont fait exploser à l'aide d'une ceinture explosive faisant 30 victimes. Cette technique d'attentat-suicide permet de se rapprocher des cibles, notamment dans les foules, sans se faire repérer. Dans cette région, le groupe terroriste Boko Haram utilise les femmes ou encore les enfants kamikazes car ils ont la capacité de passer les contrôles de douane ou de police sans être soupçonnés. Alors, j'imagine que ces armes ont de terribles conséquences. En effet, ces actions instaurent un sentiment d'insécurité permanent, une méfiance grandissante envers les civils, une incertitude de savoir où et quand l'ennemi sévira, révélant les multiples facettes du conflit hors champ de bataille. Les conflits aux multiples parties me laissent perplexe. Comment des groupes indépendants peuvent-ils s'armer? Où trouvent-ils le financement pour mener à bien leurs actions? Je comprends votre point de vue. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus cacher que le financement des guerres repose essentiellement sur le commerce illégal de divers trafics. On peut par exemple citer le narcotrafic au sein du groupe FARC en Colombie, avec le financement par les drogues. Mais je dirais que mon expérience vis-à-vis du continent africain m'a montré un tout autre commerce illégal qui fait encore plus froid dans le dos, le trafic d'êtres humains, qui est très fructueux et se déploie sur tout le continent africain. Vous m'excuserez de m'appuyer encore sur le groupe Boko Haram, mais ce dernier est très friand de ce genre de trafic. Ainsi, il enlève des centaines de femmes qu'il force à se convertir à l'islam, et si elles refusent, il les vendent et elles deviennent esclaves. Pour Boko Haram, cette vente reviendrait à 500 000 à 2 millions d'euros par mois. Vous vous rendez compte? Ce que vous me racontez me fait vraiment froid dans le dos. Donc, si je me permets de résumer tout ce qu'on a dit, nous avons donc vu la nécessité de nuancer la notion d'arme du conflit. Nous avons comme présupposé l'utilisation d'armes à feu, d'armes blanches, etc. Et pourtant, nous ne pouvons plus nous permettre de passer sous silence l'utilisation du corps comme une arme destructrice. Et par ailleurs, la mise en avant de la pluralité des acteurs dans un conflit, il est essentiel aussi de prendre conscience que le financement des guerres se fait par l'exploitation d'êtres humains. Vous avez quelque chose à rajouter concernant la notion du conflit? Alors, bien évidemment, la population mondiale est composée de 50% de femmes. Pourtant, et c'est tout de même affligeant, celles-ci n'apparaissent jamais en géopolitique, sauf pour les qualifier de victimes. Mais nous devons, dès maintenant, de changer notre paradigme, notre vision du monde, notre analyse selon le genre. Et j'ose le dire, l'étude du genre dans la géopolitique devrait être enseignée, et ce, dès la maternelle. Évidemment. Oui, tout à fait. En parlant de ça, je vous propose de visionner une vidéo qui m'a intriguée. Le Rwanda, après le génocide le plus rapide de l'histoire et le plus meurtrier en nombre de morts par jour, a su se relever. Il rayonne aujourd'hui par sa puissance économique, militaire et son soft power. Mais quel est son secret?
L'équipe La Terre ne le connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une intégration remarquable des femmes au niveau politique. Avant, la femme n'était pas censée avoir des responsabilités. Et comme c'est celle-ci, on disait que les femmes ne sont pas capables. Nous sommes capables de faire comme nos frères. Nous sommes majorité ici dans notre pays. C'est une force à ne pas ignorer. Avec plus de 61% de femmes à la Chambre des députés, il dépasse de 10% Cuba en seconde place. Après le génocide en 1996, 13 femmes siégeant au Parlement ont créé le Forum des femmes rwandaises parlementaires. Leur but, renforcer l'unité nationale, consolider la paix et lutter contre l'idéologie du génocide. Et elles ont réussi. On n'a pas été étonné si demain il y ait une femme présidente du Rwanda. On connaît bien une femme comme Louise Mushikiwabo, qui est ministre des Affaires étrangères, qui est une femme très très sérieuse, une femme qui travaille beaucoup et qui est très appréciée par les Rwandais. C'est une femme qui pourrait bien assumer les fonctions de présidente de la République rwandaise. Doctorante, une réaction? Alors oui, je suis d'accord avec les faits de la vidéo. Ils sont clairs, ils sont vérifiés, mais il faut arrêter, s'il vous plaît, cette vision de la femme comme douce, maternelle, patiente, qui prône la paix à travers le monde. Ça suffit. Les femmes aussi prennent part aux hostilités. Elles peuvent être violentes, et ce, au même titre que les hommes. Et premièrement, il me semble légitime de revenir sur le conflit du Rwanda. Le Rwanda était originellement composé de 2 catégories professionnelles différentes. Les Hutus, agriculteurs et cultivateurs majoritaires, et les Tutsis, propriétaires d'animaux, élites minoritaires. L'arrivée des colons à la fin du 19e siècle amène une hiérarchisation raciale et impose une distinction ethnique entre Hutus et Tutsis. Les colons ont monté des locaux les uns contre les autres pour mieux contrôler la région. C'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Lors de la décolonisation, les fractures entre ethnies sont encore très présentes et une guerre civile éclate en 1990 opposant les forces armées rwandaises du gouvernement Hutu au Front patriotique rwandais. C'est en 1994 qu'on assiste au massacre systématique des Tutsis par les Hutus. Élément historique que vous connaissez tous. Exactement. Et il est extrêmement important de savoir que les femmes, au même titre que les hommes, elles dénoncent leurs voisins, elles refusent de les cacher, elles les exécutent elles-mêmes. Les femmes sont également génocidaires. Les femmes Hutus vont même piller et organiser le viol des femmes Tutsis. Il faut cesser de mystifier les femmes. Elles sont actrices de violence dans les conflits et ceci en est l'exemple parfait. Mais on peut quand même remarquer que les hommes sont sur le terrain alors que les femmes sont en arrière-plan. Les femmes ne vont pas au front, elles soignent les blessés. Bon, alors encore et encore ce cliché perpétué, Madame Le Mans. Alors, ceci n'est pas vrai, hein. Avant tout, il faut le dire, le droit international humanitaire est en retard. Ce n'est qu'en 1929 qu'il prend en compte la femme en tant que combattante. Alors qu'on retrouve en Afrique, vous le voyez ici, des légions entières de femmes guerrières, et ce depuis des siècles. Prenons l'exemple de l'ancien Bénin qu'on voit sur la photo. Les Minos étaient l'élite militaire du royaume Dahomey. Elles étaient des combattantes hors pair, entraînées dès l'enfance au maniement des armes, à la discipline et également à la résistance à la douleur. Et d'ailleurs, anecdote très parlante, lors de la conquête du royaume par les Français, les colons, bien sûr, peu habitués à se battre face à des femmes soldates, ont subi de lourdes pertes malgré la différence d'armement. Très clairement, et puis même plus récemment, au Nicaragua, les femmes représentaient 30% des forces armées dès la seconde moitié du XXe siècle. C'est quand même conséquent. Et pourtant, leur reconnaissance reste très faible dans les armées gouvernementales, contrairement aux groupes armés non étatiques qui font systématiquement appel aux femmes pour rejoindre leur rang. Et par exemple, elles étaient présentes lors des 2 guerres pour l'armée populaire de libération du Soudan. Alors, si je comprends bien ce que vous dites,
Il est indispensable de repenser la géopolitique par le genre, car la réflexion comme l'action publique en pâtissent. Tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, en effet, si les historiens et les géopoliticiens analysaient le conflit armé selon cette grille de lecture, le genre, la violence sexiste et sexuelle, les questions relatives au corps, aux rapports sociaux de sexe et à la sexualité deviendraient des préoccupations incontournables auxquelles la population serait sensibilisée. Donc maintenant, après avoir débattu sur la remise en cause des présupposés d'un conflit, il serait très intéressant d'introduire la notion de dominé et dominant. Commençons à l'échelle humaine. Pour vous, Madame Flores, la notion d'équilibre dominant-dominé vous parle-t-elle? Alors oui, forcément. Je me répète peut-être, mais on imagine souvent que les hommes sont dominants lors d'un conflit. Or, la réalité de la situation des femmes sur le terrain inverse cette idée reçue. Les femmes agissent notamment dans l'espionnage et dans la communication radio, qui sont des outils fondamentaux dans les conflits. Et pourquoi majoritairement dans ce domaine? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le corps des femmes est considéré uniquement comme objet de désir, ce qui leur permet de faciliter l'accès à des sources d'informations qui sont inatteignables par les hommes. Par exemple, dans l'organisation des FARC, donc les Forces armées révolutionnaires de Colombie, dont nous avons longuement parlé, Victoria Sandino, que vous pouvez voir ici, est une figure emblématique dans le conflit colombien. Elle a pu endosser un rôle d'informatrice, un rôle de lobbyiste à des fins politiques et a crucialement participé au processus de paix. Je souhaite ajouter au passage qu'il est essentiel de reconnaître l'importance des femmes dans les conflits. Elles peuvent être incluses dans les programmes aussi bien de désarmement, de réconciliation et de réhabilitation. Merci. Passons maintenant à la notion de dominant-dominé à un niveau national, à un niveau étatique. Madame Diaye, je vous donne la parole. Quel est votre point de vue? Je vais vous exposer ma réflexion en utilisant un exemple concret, Djibouti. Ce pays nous permet de voir qu'il est possible d'équilibrer les relations entre dominants et dominés, et même d'inverser la domination traditionnelle des grandes puissances. Vous m'intriguez, Madame Diaye. On voit que Djibouti, je vois Djibouti comme une ancienne colonie française, qui serait encore en quelque sorte sous une officieuse domination. De plus, comment l'un des pays les plus petits du continent africain pourrait avoir un poids d'une telle envergure? Djibouti a différentes forces. Il se situe à un carrefour de routes commerciales maritimes majeures et occupe donc une position géographique unique. Le pays s'affirme sur la scène internationale grâce à une stratégie particulière, celle de l'accueil de bases militaires de pays développés. Par exemple, on retrouve l'armée française, américaine ou italienne. Plus récemment, attirés par le fort potentiel du territoire, le Japon et la Chine se sont implantés. La place prépondérante de l'armée au sein de Djibouti permet au pays d'avoir un réel pouvoir décisionnel sur les grandes puissances qui s'installent sur son territoire et d'en tirer un avantage pécuniaire. C'est un point très intéressant, merci. Donc, le rapport de force s'inverse entre les plus grandes puissances mondiales et c'est le plus petit territoire de Djibouti qui en tire bien des avantages. Les anciennes notions de dominé et dominant seraient-elles obsolètes? Qu'en pensez-vous, Madame Loiseau? La réponse est oui. Ces notions doivent être nuancées. La réflexion qui me vient à l'esprit autour de tout ce débat est la suivante. Est-ce que les pays dits dominants sont-ils toujours aussi puissants s'ils dépendent majoritairement des pays qui, jusqu'ici, étaient dominés? La France, depuis la décolonisation, a tout de même gardé une mainmise forte sur plusieurs de ses anciennes colonies. Mais la question est, qui est aujourd'hui le vrai dominant? Eh bien, je dirais, Madame Ndiaye, que déjà la mainmise française explique cette tournure des inversions de pouvoir. Celle-ci intervient dans de nombreux pays africains, mais surtout pour son enrichissement personnel. Dans ce cas, est-ce que l'on considère que la France ne serait pas plus dépendante de cette relation qu'inversement?
D'un côté, on aurait tendance à dire que la France exerce de la domination sur les pays africains sans en dépendre, comme elle le fait en intervenant militairement dans différents pays du continent. Mais si l'on regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas qu'un simple service rendu. Les interventions de la France lui rapportent et lui permettent d'accéder plus facilement à des ressources variées qu'elle ne pourrait jamais atteindre sans sa part du marché, entre guillemets. Comme on peut citer les ressources minières en Mauritanie ou encore pétrolières au Mali. Il faut bien se rendre compte que 33%, ce qui est énorme, du pétrole importé en France provient de l'Afrique, dont 13% au Nigeria. Mais concrètement, aujourd'hui, au-delà du problème du genre, y a-t-il des pays qui tentent de renverser cette position de dominé, de soumis? Par quel levier prennent-ils le dessus? Alors, on peut parler de l'exemple de l'Équateur qui est, à mes yeux, absolument fascinant. C'est le premier pays au monde qui a décidé de donner un droit à la terre, à la nature. Puis la Bolivie a suivi le mouvement un an plus tard. C'est intéressant et novateur, mais personnellement, je ne vois pas en quoi cela concerne le rapport de domination avec les grandes puissances. Pour comprendre, il faut savoir que l'Amérique du Sud est devenue le lieu de l'élevage de bétail et d'agriculture massive, intensive de soja, qui, comme nous le savons tous et toutes, ont des conséquences désastreuses sur l'environnement. Ces denrées ne sont pas consommées sur place, mais elles sont exportées vers l'Europe et les États-Unis notamment. Nous sommes alors, en tant qu'Européens, dépendants de ces importations et donc malheureusement en grande partie responsables de la destruction de la biodiversité sur ce continent. Les entreprises des pays dominants exploitent des ressources des pays dominés et le droit à la nature serait un moyen de s'opposer à cette destruction, donc à s'opposer aux grandes puissances. En effet, et le fait d'instaurer les droits de la Pachamama ou de la terre-mère dans la constitution équatorienne ou bolivienne montre premièrement l'avance des pays du Sud dans la gestion des nouveaux enjeux écologiques. Puis également, ceci démontre la volonté de s'opposer aux grandes puissances polluantes. Les pays donc dits dominés érigent des nouvelles règles inédites auxquelles les pays dits dominants doivent se conformer car ils sont dépendants de leurs importations. Ainsi, par la protection juridique de l'environnement, nous pouvons dire ou prédire que les rapports de force, finalement, ils s'inversent. Effectivement, je pense que je peux me permettre d'intervenir pour appuyer votre propos. Cette idée de renverser la position dominé-dominant, elle peut aussi s'appliquer dans bien d'autres domaines, et notamment le domaine de la gestion des flux migratoires. C'est-à-dire, je ne comprends pas trop, Monsieur Mérange. Vous insinuez qu'il y a une sorte de corrélation entre les flux de migration et les relations politiques entre les pays d'accueil et émetteurs. Exactement, exactement. Les flux migratoires deviennent un outil pour faire pression sur certaines puissances de l'Union européenne pour obtenir des financements. On peut prendre par exemple l'exemple de l'Espagne, un pays d'accueil, et le Maroc, un pays émetteur. Les relations politiques entre les deux pays sont étroitement liées aux flux migratoires. Quand les tensions apparaissent en défaveur du Maroc, il y a une augmentation donc, des flux migratoires. Et quand... Bon, pour simplifier, j'aime bien dire que quand le Maroc veut de l'argent, il ouvre le robinet de l'immigration. Et quand il le reçoit, il le ferme. En gros, le Maroc devient un emblème à la fois régional et international sur la problématique de la gestion des migrations. Donc l'Union européenne exerce une politique d'externalisation du contrôle des frontières, c'est-à-dire qu'elle délègue la gestion de ces migrants au Maroc et considère le Maroc comme un partenaire stratégique et historique. D'après votre exemple, on comprend bien que l'Espagne régule son entrée de migrants, donc les migrations sont considérées comme quelque chose de néfaste pour les pays d'accueil. Est-ce que tous les pays sont réfractaires à l'arrivée de flux migratoires? Eh bien non, pas dans tous les cas, Madame Le Mans. Je me suis renseignée sur les migrations et il faut savoir tout de même que 80% des réfugiés au niveau mondial, ce sont des femmes. Et il apparaît clairement que les pays d'accueil connaissent une véritable croissance économique. L'arrivée massive de migrants augmente la main-d'œuvre et ainsi la productivité d'un pays. Il y a un exemple très parlant qui est celui du Rwanda. Et le Rwanda délivre des permis de travail à des citoyens des États de l'Est ainsi que des autorisations de résidence
pour justement augmenter sa main-d'œuvre et sa productivité. Je vous rejoins tout à fait sur ce point-là, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Comme je le précise dans mon documentaire, nous sommes loin de la vérité lorsqu'on imagine que les pays de départ souffrent d'une immigration conséquente, notamment lorsqu'on parle de la notion de brain drain ou fuite des cerveaux. Il n'y a pas que ça. Les pays perdent leurs intellectuels hautement diplômés, laissant un pays incapable de se développer. Exactement, c'est bien de ça dont il s'agit, mais ce n'est pas entièrement vrai. Les envois d'argent par les migrants en famille restés au pays constituent aussi un apport fondamental à leur économie, et ces transferts d'argent sont d'ailleurs supérieurs à la somme de l'aide publique au développement en Libye, par exemple. Et si on prend toutes les aides publiques au développement, donc tous les flux financiers du nord vers le sud dans une logique de développement, en fait, cet argent est 3 fois moins important que l'argent envoyé par les migrants. Pour résumer, le système des rapports de force entre les pays est obsolète. Djibouti, les femmes espionnes et les migrations remettent en cause la relation de dominé-dominant. Mais avons-nous la bonne notion de migration? Ne serait-il pas temps de changer notre paradigme vis-à-vis de ces flux qui sont au cœur de la géopolitique? Pour cela, je vous propose de visionner un deuxième extrait du documentaire de Monsieur Mérange qui revisite les raisons des migrations souvent inconnues au grand public. Toutes les personnes qui viennent des pays en guerre pour se réfugier et être en sécurité. Si dans l'imaginaire collectif, tous les migrants fuient une guerre ou un conflit armé, il est intéressant de souligner qu'il existe d'autres raisons de quitter son pays d'origine. Faisons un top 3 des raisons de migration que tout le monde ignore. Premièrement, des raisons économiques. Cette carte montre les pays dont plus de 30% des médecins sont partis, comme en Somalie ou en Papouasie. 63% des médecins angolais ont quitté leur pays. On retrouve de plus en plus de migrants diplômés, issus de classes moyennes voire élevées, à la recherche d'une offre de travail plus importante, ainsi que d'une meilleure rémunération. Ensuite, il y a des raisons religieuses. En effet, dans certains pays, des personnes sont poussées à partir à cause de la pression qu'elles subissent concernant leurs croyances. Nous pouvons prendre l'exemple du gouvernement égyptien qui n'accepte pas les personnes athées sur son territoire. Dans leur discours, les religieux et le régime parlent du danger que représentent les athées, qu'ils font partie d'un complot pour déstabiliser l'unité du pays. Et la conséquence de ce discours est que presque chaque semaine, on recense une attaque contre un athée. Troisièmement, des raisons climatiques. En Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, le changement climatique impacte directement les populations. Intempéries, montée des eaux, tremblements de terre ou sécheresse sont des effets du changement climatique désastreux qui poussent des familles entières à migrer, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Ces catastrophes sont une réalité et ne sont pas prêtes de s'arrêter. En 7 ans, on compte 184 millions de déplacés, ce qui correspond à 3 fois la population de la France. Cela fait donc 26 millions par an, soit un individu par seconde. Une nuit comme ça, j'ai senti des vagues qui frappaient et là, j'ai eu seulement le temps d'évacuer ma petite famille et puis bon, je n'ai eu que les yeux pour constater le dégât. Pour conclure, tous les migrants ne fuient pas la guerre. Il est important de prendre en compte les autres motifs d'exode. En effet, la nécessité économique, la volonté de liberté religieuse ou l'obligation climatique suscitent une attention particulière. Je dois bien admettre que j'avais une vision très réduite sur ce qu'était une migration, notamment sur les raisons pour lesquelles des personnes prennent la décision de migrer. Monsieur Mérange, pouvez-vous nous en dire plus? Tout d'abord, merci. Je suis ravi d'apprendre qu'il vous a ouvert les yeux, car en effet, mon but premier en réalisant ce reportage, c'était de donner un nouveau regard sur l'immigration. Et de plus, j'aimerais, effectivement, m'attarder sur un point. On pense souvent que les migrations sont à sens unique, vers l'Europe notamment. Mais après avoir travaillé sur une mission de 2 ans à Djibouti, je peux vous assurer du contraire. Djibouti, c'est un véritable carrefour des routes migratoires. Ainsi, on trouve des jeunes migrants qui vont vers l'Arabie Saoudite pour trouver du travail, qui côtoient des familles, qui fuient la guerre au Yémen et elles qui montent au nord. Si je peux me permettre, je vais ajouter quelque chose qui me semble important à rappeler. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, notamment à cause de la vision occidentale de la migration, l'immigration africaine est avant tout interne au continent. En effet, 87% des migrants africains migrent vers un pays frontalier,
De tête, les pays qui accueillent le plus de migrants sont la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les migrations de population remettent en cause alors les frontières. Madame Diaye, nous avons parlé avant l'émission de la notion de perméabilité des frontières. Que pouvez-vous nous partager à ce sujet? Les frontières à travers le monde ne sont pas toutes gérées de la même façon. Sur le continent africain, nous avons hérité de frontières tracées par des colons pour leur propre intérêt économique et politique, en ne prenant pas en compte les différentes ethnies présentes sur le territoire. Alors, si je comprends bien, des frontières ont été tracées il y a plusieurs décennies maintenant et peuvent aujourd'hui poser problème? Bien sûr, on le voit dans plusieurs régions à travers le continent, mais je vais prendre l'exemple des Touaregs, qui sont un peuple millénaire qui aujourd'hui divisé entre 5 pays, le Mali, le Niger, l'Algérie, le Burkina et Libye, possédant une organisation politique propre et une culture unique. C'est dans le nord du Mali que naissent alors de multiples mouvements faisant de ce territoire une zone grise, sans aucun contrôle étatique et prospérant la violence et les trafics illégaux entre États. Et vous, Monsieur Mérange, qui avez été sur le terrain très récemment, que pouvez-vous nous dire sur les frontières actuelles en Afrique? Écoutez, beaucoup de choses sont faites pour faciliter la libre circulation sur le continent. On pourra prendre l'exemple, par exemple, de la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, qui a supprimé la nécessité d'un visa pour se déplacer donc plus librement dans la région et permettre aux habitants de circuler plus facilement d'un pays à l'autre. Je pense que c'est ce genre de réforme qui peut devenir une force et aider à booster l'économie de ces pays. Mesdames, Messieurs, le temps qui nous est imparti est terminé. Notre discussion nous a permis de remettre en cause les présupposés et les déterminations d'un conflit. Si vous êtes d'accord, je pense que nous avons assez d'éléments pour rédiger un pacte définissant la géopolitique selon le monde actuel. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour la signature.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, le pacte pour redéfinir la géopolitique vient d'être signé. Nous accueillons maintenant Monsieur Hagrid, professeur de géopolitique du groupe de jeunes qui a lancé ce mouvement. Monsieur Hagrid, bonsoir. Bonjour, c'est un honneur d'être avec vous ici ce soir. Pouvez-vous nous expliquer comment nous en sommes arrivés à ce pacte? Bien sûr, tout a commencé dans l'un de mes cours où certains élèves se sont indignés de la façon dont la géopolitique était enseignée. Et je vous l'avoue, j'étais au premier abord en désaccord total avec leurs propos. Cependant, mes élèves étant convaincus de leur argument, ils ont décidé d'aller plus loin et donc ils ont essayé de vouloir rallier d'autres jeunes à leur cause. Et donc, comment ont-ils fait cela? Eh bien, ils ont commencé par publier des posts sur les réseaux sociaux et c'est là que ça devient très excitant. Car très rapidement, ces posts sont devenus de plus en plus populaires. Et vous savez comment ça se passe avec les réseaux sociaux. Plus les gens en parlent, plus le mouvement prend de l'ampleur. Et tout devient exponentiel. Des comptes de plus en plus importants ont partagé ces idées. Et puis ensuite, ce sont les médias traditionnels qui se sont emparés du sujet. Puis les journaux, la radio et même la télévision, souvenez-vous. On n'entendait parler que de ça pendant plusieurs jours. Oui, je me souviens. Mais comment ce mouvement a-t-il donné lieu à une conférence internationale de géopolitique? Eh bien, en voyant l'ampleur que ça avait pris, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les seuls à penser comme cela. Et ils ont donc décidé de créer un mouvement en contactant des jeunes du monde entier, avec pour but d'appeler les gouvernants et des experts du monde afin de redéfinir la géopolitique. Et la suite, vous la connaissez. La Convention internationale de géopolitique a été mise en place et a donné lieu à un pacte. Vous avez déclaré tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément d'accord avec vos élèves qui se sont indignés. Avez-vous changé d'avis ou adhérez-vous maintenant à ce pacte? Évidemment que j'ai changé d'avis. Je me suis rendu compte que ce que j'enseignais depuis des années était en quelque sorte biaisé. Et je suis maintenant prêt à adhérer à ce pacte. Il va me permettre de changer, sur certains aspects, mon cours, justement. Et je pense que ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est avant tout la nécessité de penser par soi-même. Il est essentiel de vérifier de son côté les informations que l'on nous transmet, que ce soit pendant un cours ou également à travers les médias et encore plus avec Internet. L'histoire, vous le savez, ce n'est pas une science objective. Il faut en permanence la remettre en question en se demandant qui l'a écrite. Et c'est comme ça que nos présupposés sur la géopolitique ont été et seront toujours remis en question. Toutefois, j'aime me dire que c'est grâce à moi que tout ça est arrivé, car si je n'avais pas fait ce cours, rien de tout ça ne serait passé. Merci beaucoup, Monsieur Hagrid, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que notre épopée se termine. Nous avons vu ensemble comment, d'un débat animé dans un cours de géopolitique, nous étions arrivés à une réelle redéfinition de cette science sociale. Plus important encore, cet exercice nous a permis, sans être exhaustif, de mettre en lumière des aspects et pratiques souvent occultés dans les conflits armés. Nous avons un dernier message à vous transmettre de la part des fondateurs de ce mouvement et de ce colloque de géopolitique. Avec nous, changez votre paradigme sur la géopolitique. Les outils sont désormais entre vos mains. Spectatrices, spectateurs, soyez acteurs de votre géopo.